faut que je le redémarre. Si vous voulez commencer. Ah bah alors, attendez, je vais vous présenter, puis je vais mettre en route. Donc l'intervention suivante, donc Pascal Gauthier, qui est directeur artistique d'Urban Orchestra, également le concepteur du robot chef d'orchestre, dont vous allez nous parler, sur un sujet sur le développement de la robotique dans les milieux artistiques. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité et de nous avoir invités parce que j'avais mon associé là qui était là. Et je suis là en tant que, oui, directeur artistique, oui et non. Parce que je suis là aussi, parce que j'ai créé une entreprise, l'entreprise Art Plus et l'entreprise Art Event depuis 4 ans. Ça fait 5 ans qu'on travaille avec des robots industriels. Et concrètement, voilà, je suis confronté tous les jours à la robotique, et non pas intellectuellement, mais vraiment physiquement et concrètement avec les robots. Et donc là, on a acquis effectivement pas mal d'expérience avec les robots. Et là, actuellement, en créant Art Plus, on a développé, on a identifié au bout de effectivement 4 ans, je peux dire, un modèle économique qui n'est pas évident à trouver dans la robotique. Au départ, c'était effectivement, on va en parler tout à l'heure, c'était le robot chef d'orchestre. C'était arrivé un peu par hasard, c'était un peu par un hasard de circonstances. Et là, on a identifié un marché, c'est de mettre une caméra professionnelle, audiovisuelle, au bout d'un axe, d'un bras robot. Et donc là, c'est les gens du sans décaler, sans déviation. Donc c'est ce qui intéresse les chefs opérateurs. Vous travaillez dans le cinéma, je pense qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, alors justement dans les chefs opérateurs, qui sont assez friands justement du robot, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des trajectoires qu'ils ne pouvaient pas faire de façon traditionnelle, et avec un robot, ils peuvent le faire. Donc après, c'est tous les effets spéciaux qu'on peut rajouter après pendant l'enregistrement, donc c'est des multipasses, etc. Donc là, effectivement, on a identifié un modèle économique sur ce marché-là. Mais ça a pris du temps. Donc on est aussi une société de consulting, donc on donne du conseil, on vend du conseil auprès des prestataires. Et donc on fait de la prestation aussi de conseil. Alors si je reviens en arrière et par rapport à ce qu'on a fait effectivement depuis 2008, puisque l'aventure a commencé par hasard, moi j'étais conseiller technologique en réalité virtuelle à Laval. Laval, il y a un salon Laval Virtual d'ailleurs en ce moment qui a lieu. Et on utilisait des caméras de capture de mouvement. Alors vous savez tout ce que c'est que la capture de mouvement, ce qu'on voit au cinéma, hein, c'est de capturer un geste. Et je me souviens qu'on m'a posé la question, c'était d'animer une soirée du maire, voilà, c'était en janvier 2008. Et je leur avais dit, comme je suis aussi musicien, je suis violoniste, je leur ai dit, mais pourquoi on ne mélangerait pas, j'aime bien mélanger les genres, c'était de la musique classique et la musique électronique. Et pourquoi on ne mélangerait pas en plus et de mettre un robot en utilisant les outils que j'avais à l'heure actuelle, avant, c'était donc la capture de mouvement. À l'époque, c'était des gens, un ingénieur d'ABB, donc c'est les constructeurs de robots suédois, qui m'avaient dit oui, il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Donc on avait effectivement récupéré une trajectoire en capture de mouvement, et on l'avait réinjecté sur un robot, et on avait fait un premier concert, c'était en janvier, on n'avait fait que 5 minutes de musique, mais sur de la musique électronique. Donc c'était de la musique classique plus un groupe qui s'appelle Something à la mode, là, qui était assez connu, qui devient connu maintenant. Et au hasard de la diffusion du film, en fait, il y a eu un buzz sur Internet. Très rapidement, il a été vu 10 000, 20 000, 30 000 fois en quelques jours. Et donc, on nous a sollicité après de faire un concert avec ce robot. On a eu beaucoup, alors on a hésité longtemps, puisqu'on n'avait fait que 5 minutes sur les 40 minutes, 45 minutes. Qui dit concert, c'était de prendre le robot et c'était de faire un concert de 45 minutes, 1 heure. Et avec tout le travail qu'on avait fait pour faire les 5 minutes, on s'était rendu compte que c'était pas possible, parce qu'on avait dû prendre 3 semaines, je crois 3 semaines, et puis ça avait coûté très cher aussi.
Donc on a réfléchi, et moi là je me suis à l'époque rapproché de Fanuc. Alors Fanuc c'est aussi un des leaders des constructeurs de robots japonais, et qui m'ont ouvert effectivement leurs portes. Ils ont été très aimables, et ils m'ont mis à disposition, si je puis dire, un chef de projet robotique pendant 3 mois. Parce qu'on a eu effectivement des demandes de concerts, et dont le premier, c'était à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'était dans le cadre de la fête des musées. Donc ça a été le 27 juin 2009, ou 2009. Voilà. Donc on a écrit, la difficulté, ça a été d'automatiser la procédure de capture de mouvement pour le réinjecter au robot. Donc on a écrit un logiciel, on a pris 2 mois pour écrire ce logiciel, et à l'issue de quoi on a pu effectivement réaliser un concert d'1 heure, d'1 heure 10. Et le défi qu'on avait relevé, c'était, on nous avait critiqué dans le premier film, sur les petites 5 minutes, c'était qu'on nous disait que les musiciens ne regardaient pas le chef d'orchestre, qui était le robot, effectivement. Alors, comme c'était de la musique électronique, effectivement, il n'y avait pas besoin de... Enfin, voilà, il était là pour, au départ, c'était vraiment de la... pas une plaisanterie, mais comme une décoration ou un défi technologique, si vous voulez, un peu. C'était un peu une idée, pas saugrenue, mais c'était pas très sérieux au départ. Et pour mettre la barre plus haut, on s'est dit, on va faire de la musique classique. Donc, qui dit musique classique, qui dit justement fluctuation du tempo. Et là, les musiciens étaient obligés de regarder la baguette du robot. Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était de la capture de mouvement, et le logiciel qu'on a développé, a permis de faire très rapidement 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et donc là, pour le concert à la Cité des Sciences, on avait fait 30 minutes de musique classique avec le robot. Et ça a vraiment fonctionné. Donc je vais vous montrer un peu le résumé du concert. Et puis aussi le résumé un peu des applications qu'on a faites depuis 2008 jusqu'au robot caméra. Alors vous verrez qu'il y aura le robot chef d'orchestre. Après, on a fait un robot lumière. Donc on a mis des gros projecteurs sur les... Oui, je vais le lancer. Et après, on a fait un robographe, donc un robot qui dessine, qui restitue la gestuelle. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. C'est intéressant. On a remporté un prix international. Et puis pour terminer, le robot caméra. Alors je pense qu'il va y avoir le son là. Voilà, ça se lance. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir le son. Je vais me mettre en plein écran, ce sera peut-être mieux. Voilà, je ferai peut-être des arrêts sur image à tout à l'heure. Alors ce qui était amusant, effectivement, au départ, c'était, on est passé dans les médias. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de TF1. Je vous parlais tout à l'heure du cœur artificiel. D'autres chercheurs ont mis au point un robot. C'est un peu décalé là le son. Attendez, à mon avis, c'est peut-être c'est le cas, je ne sais pas ce qui se passe. C'est mieux quand c'est calé. Je parlais tout à l'heure du cœur artificiel. D'autres chercheurs ont mis au point un robot qui est capable de diriger un orchestre à la place d'un homme. C'est décalé. Difficile de croire qu'une simple mécanique peut remplacer la sensibilité d'un chef. Je suis désolé, j'arrête, mais parce que l'intérêt quand même de la vidéo, c'est de voir la synchronisation de la baguette, et puis c'est de voir un peu... Bon là, c'est complètement désynchronisé, donc c'est pas très intéressant. Mais bon, imaginez, regardez bien les regards des musiciens, il n'y a pas de... Donc on avait fait une répétition. Alors c'est vrai que là, pourquoi on a réussi à faire aussi ce défi, enfin voilà, ce concert, c'est que tous les musiciens étaient des amis à moi, et ça a été plus facile pour moi de les convaincre, parce que c'est vrai qu'au départ, ils m'ont pris un peu pour un fou, mais c'était un petit peu, c'était pour eux, c'était une grosse farce, quoi. Mais vous verrez tout à l'heure, je pense qu'il y a un intérêt quand même, il y a un intérêt pédagogique aussi derrière ce...
Ouais, non, c'est vraiment pas possible. Attendez, je vais revenir en arrière. Alors on entend. Alors ce qui est intéressant, c'est que musicalement, si on ferme les yeux, on ne sait pas que c'est un robot qui dirige. Donc ça, c'est l'intérêt de... Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de TF1. C'est calé là? Non. Je vous parlais tout à l'heure du cœur artificiel. D'autres chercheurs ont mis au point un robot qui est capable de diriger. Pas, pourtant, il est sur disque. Il faut imaginer que c'est synchronisé. Bon, c'est absolument pas synchronisé. Bon voilà, ça c'est les robots lumière qu'on a fait. Moi j'ai imaginé, on parlait d'esthétique, j'ai toujours imaginé que les robots sont beaux, effectivement, c'est pour ça qu'on les avait peints en blanc, et les mettre au devant de la scène, c'est extrêmement intéressant. Et ça c'est le robographe. Alors moi on a invité Jean-Claude Fournier, qui est le créateur, pas le créateur, l'un des derniers dessinateurs de Spirou. Et il découvrait d'ailleurs pour la première fois la tablette Wacom numérique. Donc il dessinait, lui, totalement numériquement la tête de Spirou, ou ses personnages. Et c'était repris par notre logiciel. Et le robot, après, restituait le dessin fidèlement. Et ce qui était intéressant, c'est que Jean-Claude Fournier signait après, il signait de sa main, et donc ça faisait des robographies. Donc on a fait des robographies, 99 exemplaires, 4 séries de robographies, voilà, signées par Jean-Claude Fournier. Et puis voilà, donc là, dernièrement, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on essaye de... Voilà, on a identifié un marché, c'est ça, c'est de mettre une caméra. Voilà, on capture, vous voyez, au-dessus de l'appareil photo, de la caméra, il y a des petites boules qui traquent le mouvement, et voilà, et le robot, lui, il refait la même chose. Alors, je pense qu'on va avoir un problème de synchronisation aussi. Voilà, ça c'est des gros robots Fanuc qui pèsent 1200 kg. Il y en a, vous en avez un là qui est dans le... Il y a un petit modèle qui est dans le salon. Voilà. Alors pour revenir, si on revient sur le robot chef d'orchestre, ce qui m'intéressait aussi, c'était non seulement... Bon, c'est vrai, il y a des gens, on disait qu'on avait peur des robots. Il y avait plein de gens qui me disaient oui, mais on va remplacer les chefs d'orchestre. En aucun cas on peut remplacer un chef d'orchestre, puisque le chef d'orchestre fait travailler les musiciens, et je ne vois pas comment un robot pourrait arriver à faire travailler des musiciens. Non, ce qui était intéressant pour moi, la démarche, c'était de... Bon, au départ, c'est moi qui ai fait la capture, donc ça n'avait pas d'intérêt. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était de le faire capturer par un vrai chef d'orchestre. Donc ça, je l'ai fait dans un autre concert, je n'ai pas la vidéo. Mais c'était beaucoup plus intéressant dans le sens où, en fait, il s'est enfermé avec la partition, et donc il a effectivement fait une réinterprétation en fait de ça. Alors effectivement, c'est sa main droite, parce que là, je capturais que la main droite. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui m'intéressait, ce qui je pense qui est intéressant, c'est le patrimoine immatériel, c'est de pouvoir mémoriser une trajectoire et un geste. Et l'idée, c'était de mémoriser une gestuelle d'un grand chef d'orchestre. Donc là, mon idée, c'était de faire ça, c'était de faire une bibliothèque de gestuelles de grands chefs, et pour pouvoir dire, peut-être dans 100 ans, 200 ans, pour pouvoir rejouer, refaire cette gestuelle. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas capturer... un chef d'orchestre et faire 40 minutes de musique sur une symphonie, c'est impossible. Pour ça que pour le concert, moi j'avais identifié des morceaux jouables, entre guillemets. Donc c'est vrai que quand c'est un mouvement à 4 temps, c'était beaucoup plus facile visuellement à voir. Là, dans la petite vidéo que vous avez vue, c'était les danses roumaines de Bartók. Ce qui n'était pas évident, quand c'est des mouvements à un temps, on s'aperçoit que les robots ont des défauts et ils ne sont pas capables en fait de restituer une gestuelle vraiment parfaite. Donc nous, on s'était adapté en fait aux défauts du robot. Donc quand c'était un mouvement effectivement à un temps, c'était très difficile de le suivre. Qu'est-ce qui se passe quand c'est un vrai concert, un vrai chef? Quand ça va trop vite, le chef d'orchestre s'adapte après à la vitesse, au tempo des musiciens. Et bon, là, fallait faire très attention, effectivement, de ne pas se décaler, parce que le robot, lui, il continuait son... Mais au-delà de ça, ce qui était intéressant, c'est
moi je me disais toujours que ça aurait pu faire un super métronome et un outil pédagogique pour les conservatoires ou pour les assistants de chefs d'orchestre, par exemple. Parce qu'on ne sait pas comment on fait démarrer des musiciens. Pour faire démarrer des musiciens, il y a une levée, il y a une respiration. Et c'est vrai qu'il y a tous les chefs, il y a des chefs qui donnent des impulsions. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Donc il y avait cette mémoire, il y avait ce travail qui pourrait être intéressant. Et puis il y a ce que j'appelle, moi, c'est la mémoire du geste. Je sais que Jean-Claude Fournier, j'ai sa gestuelle mémorisée quelque part là, sur ma clé USB, et dans 200 ans, 300 ans, on pourra revoir le robot, refaire la trajectoire. Si j'avais pu le faire avec RG, on aurait pu voir la tête d'RG se redessiner sur un vrai papier avec un vrai crayon. Et c'est ce côté... là, il y a un côté magique. On parlait de magie. Je trouve que là, il y a vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Et pour revenir aux Japonais et au shintoïsme, c'est drôle, c'est que les Japonais, effectivement, ils voient de l'âme, du vivant, enfin un peu partout dans les objets. Mais si je compare le concert qu'on a fait, nous, avec le robot, alors effectivement, pour eux, c'est très facile ce que j'ai fait. Il n'y a même pas de... Je me souviens, mes collègues ingénieurs en réalité virtuelle pensaient qu'il n'y avait aucune performance technique, il n'y avait rien de particulier dans ce que j'avais fait. En termes, voilà, c'est un travail de logiciel, etc. Pour les Japonais, c'est pareil. Mais si je compare le concert qu'on a fait justement à la Cité des Sciences et le concert qu'eux, ils ont fait avec le petit robot Asimo, ils l'ont fait, il a dirigé l'orchestre de Détroit, donc il y avait 50 musiciens. Et alors, c'est vrai que c'est super, on le voit marcher, il arrive dans les coulisses, il prend sa baguette de chef d'orchestre, mais alors c'est d'une raideur, c'est épouvantable. On le voit vraiment... voilà, il fait 1, 2, 3, 4. Donc on voit bien que les musiciens s'amusent à le regarder. Effectivement, ils font un truc, mais c'est totalement robotique, quoi. Et je sais bien que les Japonais ont envie d'injecter de l'intelligence ou de l'humain, mais au niveau algorithmique. Et ça, ils aimeraient bien arriver à ça, mais je pense que là, on en est loin. Moi, notre principe était tout simple, hein, c'était de la capture humaine qu'on réinjecte tout simplement un bras articulé, polyarticulé à 6 axes, et ça marchait, puisque nous, on a réussi à faire effectivement 4-5 concerts. Et là, ouais, on pourrait imaginer moi, j'avais imaginé des concerts simultanés. C'est un chef d'orchestre à Paris, on capture sa gestuelle, et il y aurait le robot qui jouerait la même chose à Londres ou à Buenos Aires, s'il n'y a pas un gros décalage. Et on pourrait imaginer, voilà... Alors après, il faut identifier effectivement des morceaux jouables et pas jouables, parce qu'il y a des symphoniques, on ne peut absolument pas le faire. Qu'est-ce que j'aurais pu vous montrer? C'est une petite vidéo sur le robographe, parce que c'est intéressant de voir le travail de Fournier et ce qu'il dit justement du robot, parce qu'on l'entend parler à un moment, il dit, lui il a trouvé ça génial, le fait de pouvoir... mémoriser sa gestuelle. Non, est-ce que ça va être synchronisé? C'est émouvant. C'est émouvant, voilà, il disait que c'était émouvant. Lui, ça l'amusait. Je finis par ressentir de la tendresse pour le bras articulé qui fait le dessin. Voilà. Alors là, lui, il a mis des émotions humaines dans ses... On va le voir en train de dessiner, puis on va voir le petit robot. Donc c'est des petits modèles, Fanuc qui sont utilisés dans l'industrie. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a détourné la fonction première d'un robot industriel. Voilà, on a mis un petit préhenseur, voilà, donc il y a un vrai crayon, voilà, et puis il dessine. Alors j'ai pas amené les robographies, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. On est incapable de voir que ça a été décidé par un robot. On voit pas le côté numérique, on voit absolument pas le...
Puis après, bon, ce qui est impressionnant, c'est de voir Fournier qui signe après et qui numérote son robot. Alors après, on s'est dit, est-ce qu'il y a un modèle économique dans la robographie? Moi, j'avais cru pendant le salon, on avait essayé de vendre les robographies, on les a même pas, on a vendu une vingtaine. Mais je suis convaincu qu'il y a moyen aussi de capturer la gestuelle de grands dessinateurs ou des peintres. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire travailler un robot. La machine enregistre chaque trait de son dessin, puis dirige un robot pour une reproduction fidèle. C'est vrai que c'est très impressionnant comme expérience. Ça me plaît énormément de participer à ça, parce que c'est quelque chose à quoi je ne m'attendais vraiment pas. Et c'est vrai que le résultat, c'est très très impressionnant de voir travailler cette machine. Elle travaille vraiment à l'identique. Et ce, jusqu'à la signature de l'auteur. Oui, alors ça c'est la signature, mais moi je préférais la vraie signature à la main, qui a plus d'authenticité que... Alors dis-moi ce que tu en penses, Jean-Claude. Je trouve que c'est assez émouvant. C'est émouvant. C'est émouvant. Je me retrouve dans une machine. Mais encore. J'aimerais bien avoir un bras avec autant de coudes. Non, mais c'est vrai qu'il y a le côté comique. Enfin, voilà, c'est ça qui est intéressant du robot, c'est le côté magique et puis le côté ludique. C'est vrai que moi, quand on avait fait je m'étais pas vraiment posé de questions quand j'ai eu la possibilité de faire le robot chef d'orchestre. Je me dis bah oui, c'est rigolo, allons-y, on va faire ça. J'avais tous les outils à ma disposition pour faire la capture. Voilà, on nous avait fait une petite commande. On devait faire un concert sur. Voilà, je dis bah en plus on va mettre un robot, ça va être rigolo. Alors c'est vrai qu'il faut pas perdre cette notion effectivement du robot sympathique qui ne fait pas peur. Moi j'ai toujours considéré que c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses. Voilà, bon ça c'est bon, ça c'est le robot. Qu'est-ce que je peux vous montrer? C'est peut-être le concert là qui est en version un petit peu plus longue. Peut-être quand c'est petit, ça va être synchronisé. Alors ça, c'est les danses roumaines de Bartók. C'est intéressant de voir que... Alors tous les musiciens avaient joué le jeu, et on n'avait aucun souci. Et alors, faut regarder effectivement ce qui est... alors moi, je connaissais que les robots Fanuc à l'époque. Il paraît que les moteurs Fanuc sont, je sais pas, très souples, etc. Mais c'est vrai que c'est le déplacement. On voit bien la souplesse en fait des moteurs. Et on suit exactement. Voilà, on regarde la baguette. C'est un travail normal de musicien. Et on fait abstraction, à un moment donné, on faisait abstraction, c'était un robot. On se concentrait sur la baguette et on se concentrait après sur la musique. À ce jour, j'ai pas vu d'équivalent de concert dirigé par des robots. Ça viendra peut-être un jour. Bon, j'ai essayé d'en faire après, de vendre ce concept dans des concerts. Malheureusement, René Martin, le plus grand organisateur de festivals de musique pour les folles journées, n'a pas voulu. Voilà. Après, c'est ça, il y a la réticence des gens, ils passent devant et puis voilà, ils se disent à quoi ça sert. Ça sert à rien, effectivement. C'est peut-être. Après, moi je me dis que ça peut être très bien un outil pour les assistants chefs d'orchestre, voilà, ou pour les enfants. Qu'est-ce qu'un chef d'orchestre? Pendant le concert, je dis que le chef d'orchestre, il fait travailler les musiciens, mais voilà, pendant le concert, il donne, c'est un métronome. Voilà, je crois que là c'était mieux synchronisé. Là c'était la Cité des Sciences. Voilà. Bon, écoutez, moi je pense que j'ai tout ainsi. Alors là, ce qui est intéressant, c'était aussi le clip. On avait fait un clip avec le groupe Smooth de Nantes. C'était intéressant. Le concept, c'est de mettre des gros robots qui portent des Vari-Light, des gros projecteurs. Donc je passe la musique classique. Vous voyez, ils sont au devant de la scène, ils portent des gros... Alors c'est des charges de... C'est ce qui est intéressant de ces robots, c'est qu'ils portent des charges de 30-40 kilos. Et le travail, alors ça j'insiste, c'est le travail de programmation m'a pris le temps du morceau. C'est que j'avais le casque sur la tête et ça m'a pris 5 minutes. Après d'exploiter le fichier, on avait notre logiciel, ça a pris une demi-heure, une heure. Donc c'est intéressant qu'on peut imaginer, voilà, de faire tout un programme
de chorégraphie, des choses comme ça, en utilisant des robots. Parce qu'il y avait une question très intéressante quand vous parliez de la difficulté de programmer un robot, et effectivement ça s'adresse aux ingénieurs et à des gens très spécialisés, ça c'est tout à fait vrai, j'en suis confronté tous les jours. Moi qui ne suis pas ingénieur et pas programmeur, c'est un très gros problème justement de travailler avec ce type de robots qui ne sont pas du tout adaptés pour nous, enfin pour les... donc là, moi, j'avais mon associé qui avait fait tout le travail de programmation. Il faut dire quand même que là, j'étais tout seul pour lancer. Alors, une fois que le robot est programmé, donc il suffisait de l'allumer. Après, j'allais chercher un programme et je faisais on et là, c'était parti. Ça, c'est vrai. Mais toute la démarche qui est avant, il faut vraiment un vrai spécialiste robotique. Alors, ce qui est intéressant pour redire ce qu'on fait là actuellement, par exemple, on met des caméras maintenant sur le bout d'un bras robot. On est en train de se rapprocher d'autres constructeurs que Fanuc. Et donc, il y a des constructeurs en ce moment qui s'appellent Universal Robot. Ce sont des Danois qu'on va aller voir, que vous devez peut-être connaître. J'en ai pas vu ici au salon, il y en a peut-être qui sont très intéressants pour plusieurs raisons. C'est ils ne sont pas, ce sont des robots collaboratifs, c'est-à-dire qu'ils ont des capteurs à l'intérieur et à 150 newtons, s'ils vous touchent, ils s'arrêtent. Et ça, c'est très intéressant. Ces robots-là, il y a une scène, vous allez voir, le robot se passe à 50 cm du caméraman. Il est, ces robots-là, c'est très dangereux de les mettre sur une scène comme ça parce que ils sont pas sécurisés. Le bouton, qu'est-ce qu'on appelait là, le bouton d'arrêt d'urgence. Je l'avais pas. Normalement, j'aurais dû, parce que j'étais tout seul. Moi, je jouais effectivement plus sur scène. J'aurais dû avoir un arrêt d'urgence au pied. Il n'y en avait pas. Donc, ces robots sont extrêmement dangereux. Universal Robot ont développé justement une nouvelle génération de robots qui sont très intéressants donc, en termes de sécurité. Ils sont collaboratifs. Et en plus, surtout, c'est leur mode de programmation est ouvert et on n'a plus besoin d'être un roboticien spécialisé, donc d'écrire de faire des lignes de code en Carrel très spécifiques au langage robotique. Et voilà, donc ça c'est des nouvelles générations qui sortent. Il y en a qui sont aussi il y en a qui permettent de débrayer les moteurs et de pouvoir les enregistrer, les programmer comme ça d'une manière très très facile. Et ça, je pense que l'avenir des robots, ce sera plutôt c'est de se simplifier la programmation. Voilà, bon, ça c'était une belle expérience, c'était une démo là qu'on avait fait pour essayer de vendre ce concept de robot. Alors inutile de vous dire que ça a plu, c'est vrai quand on montre ça aux éclairagistes, ils trouvent ça super, parce que ça c'était un outil pour les éclairagistes. D'ailleurs c'était un éclairagiste qui avait programmé les lumières, donc il avait trouvé ça super. Le problème c'est là, le modèle économique, c'est que ça coûte encore très cher. C'est que ça coûte très cher et ça pèse très lourd. Donc après sur scène c'est un peu difficile à vendre quoi. Voilà, je pense que là, je vais arrêter là, parce que... Voilà, écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions.